Bonjour à tous. Euh, un texte d'Yves Simon en introduction pour les SP, HLP terminales aux expressions de la sensibilité. Euh, donc un texte d'Yves Simon qui est un chanteur, un poète, un écrivain. Ce texte a été écrit dans les années 70. D'abord, je vous le lis. Regarde-moi. Si tu prenais le temps, camarade de rencontre, de me regarder dans la peau, au cœur de ma solitude, là où s'inscrivent les mémoires de l'amour, de la guerre et du froid. Sous mon enveloppe, d'homme fragile comme de la soie, tu verrais alors les mêmes angoisses que toi, les mêmes délires que toi, avec des arcs-en-ciel et des petites amours en poubelle. Tu verrais des ailes de géants brûlées par l'air du temps. Regarde-moi. Tu verrais le mal et l'égoïsme lorsque tu aimes une femme et que tu veux la garder pour toi, pour ton sexe et ton cerveau. Et la guerre que je fais à ma jalousie, ce cancer de l'amour qui te bouffe la tendresse, toute la tendresse. Regarde-moi dans la peau et fais pas gaffe si je tremble. C'est pas l'alcool, ni l'herbe de Colombie, c'est juste la peur. La peur de tous ces mecs qui t'écoutent, qui te fichent, qui te traquent, et t'osent même plus dire je t'aime. Regarde-moi. Regarde, regarde camarade de rencontre, tu vois, c'est ma façon à moi de te dire que je t'aime et qu'il faut qu'on se dise des mots, des regards et des caresses pour ne pas repartir chacun dans son métro avec ces torrents de paroles qui te restent au travers du cœur et de la gorge. Regarde, je suis transparente, tu peux tout voir, tu peux tout savoir, je me fous des secrets. Regarde-moi. Alors, quelques mots, quelques mots sur ce texte en lien donc avec notre thématique, les expressions de la sensibilité. Expression. Le mot exprimer, ça veut dire étymologiquement faire sortir, ex, sous l'effet d'une pression, primer. Il y aurait en nous une force qui nous pousserait, qui nous presserait à manifester notre intériorité, à lui donner une forme extérieure, partageable. Et donc là, le texte d'Yves Simon montre bien cette idée d'une sorte d'urgence de s'exprimer, de faire sortir. Bon, c'est une métaphore spatiale de l'intériorité, de faire sortir ce qu'on a dedans, de partager cette sensibilité que j'éprouve dans mon intériorité. Cette idée d'une intériorité qui demande avec force à être exprimée, à être partagée. Comme si nos sensations, nos émotions, nos sentiments étaient chargés d'une énergie qui exige d'être libérée. Une énergie qui, si elle s'accumule trop, sans s'exprimer, sans être libérée, menace notre équilibre psychique. On va retrouver chez Freud cette idée d'un système psychique qui est comme un système énergétique qui cherche l'équilibre et donc qui cherche à éviter les surtensions. S'il y a surtension, eh ben, il y a danger de perte d'équilibre, d'explosion, d'implosion. Donc il y a une énergie qui cherche à se libérer, à s'exprimer, à se manifester dans l'extérieur pour éviter la surpression. On sent bien dans ce texte cette urgence de libérer ce qui est de l'ordre de l'intériorité, de le manifester au dehors vers l'autre. L'intériorité, c'est ce qui cherche à se manifester dans des expressions extérieures. Il y a en nous une force qui nous pousse à donner une forme sensible à ce que nous éprouvons. Et nous avons le besoin aussi qu'autrui, autrui c'est l'autre personne, nous avons le besoin qu'autrui, à travers ces expressions que nous libérons, que nous leur renvoyons, que nous manifestons,
Nous avons le besoin qu'autrui nous reconnaisse. Nous avons besoin que l'autre personne perçoive, comprenne cette intériorité à laquelle, par définition, ils n'ont pas accès. Parce qu'encore une fois, mon intériorité, personne ne peut l'éprouver à ma place. Être conscient, on l'a vu, c'est d'une certaine manière être seul fondamentalement, puisque tout ce que j'éprouve, c'est moi qui l'éprouve, et l'autre n'est pas à ma place, par définition. C'est moi qui éprouve ce que j'éprouve, et personne ne peut l'éprouver à ma place. Et justement, nous avons ce besoin de sortir de cette solitude fondamentale qui est celle de tout être conscient. Parce qu'encore une fois, autrui n'a pas accès à notre intériorité. Il n'a accès qu'à des manifestations extérieures, des mimiques, des paroles, des actions, des gestes, des œuvres d'art, etc. Alors, on a vu avec le cogito de Descartes, je pense donc je suis, formulation un peu simplifiée, nous avons vu donc que nous éprouvons que nous existons. J'éprouve que je suis un sujet conscient. J'éprouve les choses ont un sens pour moi et je suis sensible aux choses. Mais cette conscience de nous-mêmes, qui consiste à éprouver que j'existe, à dire cogito ergo sum en gros, c'est ce que Hegel appelle une conscience abstraite. Évidemment, j'éprouve que j'existe. Je pense donc je suis. Mais ça ne suffit pas pour que je me sente pleinement exister. Pour cela, nous dit Hegel, philosophe du XIXe siècle, nous avons besoin aussi de nous reconnaître dans une manifestation extérieure, dans une expression que nous avons produite. Nous avons besoin de nous reconnaître au dehors de nous, dans quelque chose qui vient de nous. L'intériorité, si elle ne se manifeste pas à l'extérieur dans une forme, l'intériorité, si elle ne s'extériorise pas, reste achevée, confuse. En termes hegeliens, on va dire que notre conscience de nous-mêmes, pour être effective, pour être pleine, doit être une conscience concrète et pas seulement une conscience abstraite comme dans le « je pense donc je suis ». Pour nous sentir pleinement exister, nous devons nous reconnaître. Nous devons reconnaître notre intériorité dans des formes objectives que nous produisons, dans des objets au sens large. Objet, ça vient du latin ob, devant, jaquette, jeter. L'objet, c'est ce qui est jeté devant, ce qui se distingue de moi, qui est jeté devant moi, mais dans lequel je vais me reconnaître. Donc on a besoin de se reconnaître dans des objets, dans des manifestations extérieures, mais qui viennent de nous. Pensez à la jouissance de l'enfant qui exhibe son dessin en disant « c'est moi qui l'ai fait ». Et l'enfant se reconnaît dans son dessin et du coup il se sent en plus exister. Bon, une petite parenthèse sur les stades du développement du moi de l'enfant. D'après Freud, il y a plusieurs stades dans la constitution de l'identité et le stade anal qui a lieu vers les 3 ans, c'est justement le moment où l'enfant prend conscience de lui-même et ça correspond au stade anal où l'enfant prend plaisir à contrôler ses sphincters et l'enfant, je simplifie, ça risque de vous choquer, mais l'enfant se reconnaît dans son caca. Le caca, c'est moi qui le fais, ça vient de moi, ce n'est plus moi, mais c'est moi qui l'ai fait. Et ce moment du stade anal, où l'enfant contrôle ses sphincters, contrôle ses fécesses, et il va dire « c'est moi, c'est mon caca ». Et il se reconnaît dedans. Bon, j'arrête avec ce petit passage. La vulgarisation de la psychanalyse, ça fait souvent un peu rire. Mais voilà. Donc ce sentiment d'exister, d'avoir une identité pour être complet, suppose que je me reconnaisse dans quelque chose qui vient de moi mais qui n'est pas moi, dans un objet, jaquette, jeté devant moi, une manifestation de mon intériorité, une expression de mon intériorité. Et en plus,
Pour que ce sentiment d'exister soit vraiment complet, il faut en outre qu'autrui nous reconnaisse par l'intermédiaire de cette expression. Nous avons besoin du regard d'autrui, de l'autre personne. Pour nous sentir pleinement exister, nous avons besoin d'être reconnus par l'autre personne. Je vous pose cette question, essayez de voir en vous-même d'où nous vient ce besoin d'être reconnu par les autres, d'être validé par les autres. D'où est-ce que ça nous vient ce besoin qu'on nous regarde, qu'on nous reconnaisse? Je laisse l'interrogation ouverte. Mais je reprends. Nous avons besoin qu'autrui nous reconnaisse et ne se contente pas simplement de nous étiqueter. Par exemple, je suis un élève, ou je suis un prof, ou je suis un médecin, ou je suis un mec chiant, ou je suis une jolie petite femme, ou je suis... Voilà, ça c'est de l'étiquetage. Nous avons besoin d'autre chose. Nous aurions besoin qu'autrui nous reconnaisse en tant que personne complète. Qu'autrui ne se contente pas de nous juger, de nous étiqueter, de nous cataloguer. Le texte d'Yves Simon montre l'urgence de ce besoin. Il répète « Regarde-moi, regarde-moi dans la peau ». Si nous ne nous sentons pas vus dans notre réalité, reconnus, entendus, légitimés, nous sommes en souffrance. Et cette souffrance peut engendrer la violence sur les autres, mais la violence aussi sur nous-mêmes, comme dans le suicide. La violence peut être perçue comme une ultime tentative d'être vu, d'être reconnu. Celui qui ne se sent pas vu dans sa réalité, celui qui ne se sent pas écouté, celui qui ne se sent pas reconnu d'une manière ou d'une autre, il a une ultime possibilité d'essayer de se faire entendre, de se faire voir, ça va être la violence. Nous avons besoin donc qu'autrui nous reconnaisse véritablement dans notre réalité. Cependant, interrogeons-nous, est-ce que nous prenons vraiment le temps, nous? Est-ce que nous faisons vraiment l'effort d'essayer de comprendre ce qu'éprouvent nos voisins, nos collègues, nos parents, nos amis, nos amants, nos enfants même? Est-ce qu'on prend vraiment le temps d'essayer de nous représenter ce qu'ils éprouvent? Le plus souvent, est-ce qu'on ne se contente pas de les cataloguer? Est-ce que le plus souvent, on s'intéresse aux autres que dans la mesure où ça nous est utile? Par exemple, quand je suis amoureux, je vais me demander, ouais, est-ce qu'il m'aime? Quand le prof doit me donner une note, je vais me demander, ouais, qu'est-ce qu'il pense de moi, le prof? Mais ça, c'est pas vraiment s'intéresser à la personne en tant que telle, c'est s'intéresser simplement à ce qui nous est utile. Est-ce que la plupart du temps, on n'est pas centré sur nous-mêmes et au fond indifférent à la singularité, à la complexité, à la richesse de ce qu'éprouvent vraiment les autres dans leur réalité, au cœur de leur solitude fondamentale? Nous avons besoin d'être vus, mais est-ce que nous essayons vraiment de regarder les autres, de les regarder au sens large? Regarde-moi, répète Yves Simon. Alors ce qu'il nous dit dans le début de ce texte, c'est que la première condition pour avancer dans la compréhension d'autrui, ce serait déjà de s'y intéresser vraiment, sans y chercher seulement notre intérêt. Si tu prenais le temps, camarade de rencontre, de me regarder dans la peau, au cœur de ma solitude, s'intéresser à l'autre pour ce qu'il est et non pas seulement pour ce que nous avons à y gagner. Et Yves Simon continue, si tu prenais le temps, tu verrais les mêmes angoisses que toi, les mêmes délires que toi. Et il nous dit en fin de compte que si tu prenais le temps, tu pourrais tout voir. Si tu prenais le temps de me regarder, tu pourrais tout voir. Alors on peut se poser cette question. Yves Simon a-t-il vraiment raison de poser
que si nous souhaitions vraiment voir l'autre, voir son intériorité, voir au sens métaphorique évidemment, nous aurions accès à tout ce qu'il éprouve. Est-ce que vraiment nous pouvons comprendre l'autre si nous prenons la peine d'essayer de le faire? Quand même, il semble qu'il faut toujours garder en tête que autrui est autre. Je n'ai accès qu'à des signes qu'il m'envoie. Je n'ai accès qu'à des signes, des paroles, des gestes, des mimiques, des actions, des œuvres. Et ces signes extérieurs, je dois les interpréter pour essayer de me représenter ce qu'autrui éprouve. Et il y a toujours le risque de mal interpréter. Je vais prendre un exemple très simple. Un exemple très simple. Si je vois quelqu'un qui sourit, je vais supposer qu'il est content. Parce que moi, je souris quand je suis content. J'interprète les signes qu'autrui m'envoie à partir de ce que moi, je vis. Je ne peux me représenter l'intériorité d'autrui qu'à partir de ma propre intériorité. C'est mon seul repère pour savoir ce que c'est qu'une intériorité, qu'une sensibilité. La sensibilité de l'autre, je ne peux me la représenter qu'en prenant pour repère ce que moi, je suis capable de sentir et en interprétant les signes que l'autre m'envoie. Donc quand je vois quelqu'un sourire, je suppose qu'il est content parce que moi, quand je suis content, je souris. Mais je risque de me tromper. Peut-être que le sourire que l'autre fait n'est peut-être qu'une protection derrière laquelle il cache sa tristesse. Peut-être que ça a un autre sens, son sourire, que le sens que je lui prête. Bon, est-ce qu'il est vraiment possible de comprendre avec certitude ce que vit autrui? Rien n'est moins sûr. On en parlera. Donc, dans tout essai de compréhension, peut-être qu'il y a toujours une possibilité de non-compréhension, de mal-compréhension. Peut-être que dans toute compréhension de l'autre, il y a toujours une possibilité non annulable d'erreur d'interprétation. D'ailleurs, même pour moi-même, est-ce que moi-même, je suis consciente de tout ce qui se joue en moi, de tout ce que j'éprouve? Est-ce que la plupart du temps, en fait, je fais vraiment attention à ce que j'éprouve? Est-ce que même envers moi-même, je ne passe pas mon temps à étiqueter rapidement ce que j'éprouve, sans faire porter une réelle attention à ce qui se passe en moi? Dans l'urgence de l'action, dans la vie, souvent je dois agir, peut-être que je ne prends pas la peine même d'écouter ce qui se passe en moi-même, d'essayer de me comprendre vraiment moi-même. Peut-être que je vais un peu trop vite, j'étiquette rapidement ce que je vis. Ouais, je suis content, je suis triste, etc. Je mets des étiquettes dessus. Mais est-ce que je fais vraiment attention à ce qui se joue en moi-même? Est-ce que l'être humain est lui-même conscient de tout ce qui se joue en lui, de sa véritable intériorité? Nous verrons dans le cours, et notamment dans le tronc commun, aussi l'idée développée par Freud d'un inconscient psychique. Selon cette idée, une grande partie de ce que nous éprouvons consciemment ne serait en fait que le déguisement d'affects inconscients auxquels nous n'aurions pas accès. L'idée freudienne d'un inconscient psychique, c'est qu'il y a une grosse partie de ma propre intériorité qui m'échappe à moi-même. Le moi n'est pas maître dans sa propre demeure. Le moi n'est pas maître dans sa propre demeure. Une grande partie de ce que je suis, de ce que j'éprouve, échappe à ma conscience parce qu'il y aurait en moi un mécanisme qui empêche l'accès à ma conscience, à certains affects, à certaines représentations qui me dérangeraient trop. Bon, je ferme la parenthèse. Et je répète ma question que j'avais posée déjà. Selon vous, d'où nous vient ce besoin d'être reconnu, accueilli, légitimé par les autres? Peut-être pas tous les autres, mais au moins quelques autres. D'où est-ce que ça nous vient, ce besoin qu'on nous regarde dans la peau? D'où est-ce que ça vient? Ou est-ce qu'on serait d'ailleurs... est-ce qu'on aimerait vraiment que les autres comprennent tout de nous? Est-ce qu'il n'y a pas en nous une partie de nous qui aimerait cacher ce que nous sommes aux autres? Mais quand même, d'où nous vient ce besoin d'être reconnu, accueilli, validé, légitimé par les autres?
Dernière chose, dans son texte, Yves Simon développe cette idée qu'en fin de compte, tu verrais les mêmes angoisses que toi, les mêmes délires que toi, avec des petites amours et des petites, avec des, oh, je sais plus, avec des arcs-en-ciel, des petites amours en poubelle. Tu verrais le mal et l'égoïsme. Tu verrais la même chose. La jalousie, on la trouve en tout le monde. La grandeur, on la trouve en tout le monde. La mesquinerie, on la trouve en tout le monde. L'idée que développe dans son texte Simon, c'est que malgré nos différences, nous partageons tous une même humanité, qu'il y a entre nous une ressemblance fondamentale. Tu verrais en moi des choses que tu vois en toi. L'idée qui est développée ici, c'est que certes, autrui, l'autre personne n'est pas moi, mais il me ressemble. Nous partageons tous une même palette d'émotions, de sentiments. Et c'est à cause de ça que nous pouvons essayer de nous comprendre. C'est parce qu'il y a des choses communes entre nous. Nous tous, tous les êtres humains, éprouvent une même palette d'émotions, de sentiments. La peur, l'angoisse, la jalousie, le mal, la grandeur, la mesquinerie, le rêve, le désespoir, etc., etc. Terence, dans l'Antiquité, écrivait une très jolie citation. « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Montaigne, beaucoup plus tard, au XVIe, a repris cette citation dans ses essais, les essais de Montaigne, et l'a complétée en disant « Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humanité. » Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humanité. Alors ça ne signifie pas, surtout pas, que nous sommes tous les mêmes. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas uniques, différents, singuliers. Mais ça signifie que nous portons tous en nous-mêmes, de manière plus ou moins développée, toutes les émotions, tous les sentiments que peuvent ressentir les hommes. La personne la plus douce, la plus pacifique, porte en elle aussi de la colère, de la haine, de la cruauté. La personne la plus cruelle, le monstre, sait au fond de lui ce qu'est la douceur, ce qu'est l'amour. Même s'il n'a pas tellement développé ces aspects-là, il porte en lui le germe de l'amour. Nous ne sommes pas faits d'une seule pièce. Il n'y a pas les gentils, les mauvais, les doux, les violents. Il y a en tout homme de la grandeur et de la mesquinerie, de la douceur et de la violence, de la joie, du désespoir, de la haine, de l'amour, de la générosité, de la jalousie. Tout ça, nous avons l'entière condition humaine en nous. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Alors, Stanislavski, fin du XIXe siècle, c'était un comédien et un théoricien du théâtre. Il a écrit notamment la formation du comédien et la construction du personnage. Dans sa méthode de formation du comédien, il nous dit que même la personne la plus gentille est capable de jouer au théâtre avec vérité le rôle d'un tortionnaire. Pourquoi ? Parce que nous portons justement toute l'humaine condition en nous-mêmes. En nous, il y a comme des petits tiroirs à sentiments, il y a tous les sentiments, toutes les émotions en nous. Donc, une personne très gentille, elle peut jouer avec vérité le rôle d'un monstre, d'un tortionnaire. Pour cela, il lui faut aller chercher en elle-même ce germe de cruauté qui est en chaque homme, cette haine qui est au fond d'elle-même, comme en chacun. Il faut qu'elle aille chercher en elle-même ce petit tiroir qui restait fermé peut-être, mais ce petit tiroir à cruauté, ce petit tiroir à haine que nous portons tous en nous. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et c'est pour ça que le saint est capable de comprendre au moins en partie l'assassin. S'il ne rejette pas l'assassin comme absolument autre, s'il prend le temps, la peine, le risque d'aller visiter les recoins cachés de sa propre intériorité, et s'il cherche bien dans un recoin de lui-même, peut-être dans l'ombre, peut-être de manière non développée, peut-être de manière cachée, dans un recoin de lui-même, il va trouver
cette cruauté qu'on trouve chez l'assassin, mais de manière beaucoup plus développée. Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, la forme entière de l'humanité. Ainsi, pour comprendre l'autre, il faut déjà que je ne le rejette pas comme monstrueux, comme inhumain, comme absolument autre. Pour essayer de comprendre l'autre, il faut que je comprenne que l'autre, même s'il est très différent, même s'il me choque, l'autre a développé des choses que moi aussi j'ai en moi-même. Et en essayant de comprendre l'autre, j'apprends aussi à me connaître mieux. Parce que pour comprendre l'autre, je vais chercher en moi des recoins de mon intériorité qui va me permettre de le comprendre. Ce que je comprends dans l'autre, je le reconnais en moi. Et inversement, mieux je connaîtrai, mieux j'aurai éclairé toutes les facettes de ma propre intériorité, y compris les facettes de mon intériorité que je préférerais ne pas voir, y compris les facettes de mon intériorité que je préférerais laisser dans l'ombre. Mieux donc je connaîtrai les différentes facettes de mon intériorité, de ma sensibilité, mieux je serai capable de comprendre les autres. C'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles le préalable pour être psychothérapeute ou psychanalyste par exemple est d'avoir fait un réel travail sur soi. Voilà, je termine ainsi ma petite réflexion libre autour du texte que j'adore de Yves Simon, Regarde-moi. Bonne journée à tous.